Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette 14e édition du webinaire en live avec Excel, avec au sujet du jour la microbiologie des raisins et plus particulièrement la production des crèmes de levure que nous réalisons au laboratoire. Donc, je serai aujourd'hui tout seul pour vous présenter ce webinaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Maxime Moreau, donc ça va faire 1 an que je suis au laboratoire, œnologue et chef de projet en microbiologie. Donc, je suis en charge de toute cette prestation de crème de levure et d'autres développements microbiologie au laboratoire. Donc, le sujet du jour, l'écologie microbienne des raisins, une meilleure connaissance et usage de la biodiversité, les crèmes de levure. C'est donc une prestation qui est réalisée par le laboratoire depuis maintenant quelques années, au moment des vendanges, afin d'apporter des solutions à certaines clientèles qui décident de utiliser l'écologie microbienne de leurs raisins pour pouvoir élaborer des fermentations à partir des levures présentes sur leur vignoble. Aujourd'hui, donc, nous allons voir cette solution en 3 parties. Tout d'abord, la diversité microbienne des raisins. Quelle a été la base, en fait, pour pouvoir commencer à travailler sur ces crèmes de levure. Ensuite, comment se déroule la production des crèmes de levure. Et enfin, un petit point, un retour sur le millésime de l'année dernière, qui permet de mettre en avant certains points positifs que les crèmes de levure ont apportés par rapport aux difficultés du millésime précédent, de ce qu'on a pu observer par rapport aux analyses réalisées au laboratoire. Donc tout d'abord, la base des crèmes de levure, la diversité microbienne. Une grappe de raisin, on part du principe que c'est un vrai microcosme de levure, de bactéries. Alors, beaucoup d'entre elles ont des noms que nous connaissons en œnologie, les levures Saccharomyces, ou bien toute la liste des levures non Saccharomyces, dont on pourrait en citer certaines comme Brettanomyces ou Enseniaspora et encore bien d'autres. Et en termes de bactéries, celles que nous rencontrons le plus en œnologie, les bactéries lactiques et les bactéries acétiques. Mais en réalité, il existe bien plus de micro-organismes que ça. Et de nombreuses études ont mis en avant que ces différents micro-organismes n'étaient pas présents aux mêmes instants sur la baie et n'évoluaient avec la maturation. Donc, en ce moment, là où on se rapproche de plus en plus de la maturité dans certains endroits de la France, on se rapproche vers la droite de ce graphique qui est issu d'une étude sortie en 2012, donc ça fait déjà quelques années, mais toutes les recherches récentes vont en ce sens et viennent augmenter toutes ces connaissances, où les différents micro-organismes présents sur les baies de raisin étaient découpés en différents groupes. Le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Et au fil des semaines qui passaient pour se rapprocher de la maturité des raisins, il y avait également une maturité des micro-organismes qui apparaissait, où on voit d'abord le groupe 2 prendre le dessus, avant que le groupe 2 et le groupe 3 s'équilibrent au niveau de la maturité. Cela est principalement dû à une évolution de la baie, aussi bien des nutriments disponibles en surface de celle-ci, mais également d'un endommagement des baies. Les pulpes se font plus disponibles également, et donc d'autres nutriments étant disponibles, les levures et les bactéries présentes en surface des baies évoluent également, et celles qui sont les plus adaptées à ces nutriments prennent le dessus. Il était également très important de noter que les espèces Saccharomyces qui nous permettent principalement la fermentation alcoolique représentent qu'une infime partie de ce groupe 3 et donc de cette population présente sur les raisins, même à maturité. Si en fait on s'intéresse à ces différents groupes, de comment ils étaient séparés, on se rend compte que le groupe 1 ne concerne aucun micro-organisme œnologique. C'est très bien, ce groupe-là réduit avec le temps. Par contre, le groupe 2 et le groupe 3 qui s'équilibrent jusqu'à la maturité comportent aussi bien des levures positives pour l'œnologie que des levures négatives. Notamment, dans le groupe 2, on retrouvera des levures oxydatives type Enseniaspora.
Et donc, comme je l'ai dit précédemment, les Saccharomyces, elles, font partie du groupe 3. C'est pour ça que plus on se rapproche de la maturité des raisins, plus la maturité microbiologique est également intéressante. En réalité, les micro-organismes à la surface des baies, c'est bien plus important que ça. Il y en a beaucoup qui ne sont pas œnologiques. Certaines espèces permettent de protéger les levures et les bactéries présentes, d'autres produisent des enzymes et d'autres viennent protéger contre d'autres micro-organismes. En fait, ce sont tous ces micro-organismes présents sur la baie qui représentent la majorité de ce qu'on peut trouver sur le raisin, qui viennent permettre à nos germes œnologiques d'être présentes et d'être efficaces lorsqu'on va pouvoir commencer les vendanges et donc vouloir les utiliser pour des fermentations. Si on remonte encore quelques années en arrière pour un détail un peu plus poussé, on se rend compte que, voilà, en 2005, on avait déjà identifié énormément de séquences, que ça soit de levures ou de bactéries, présentes sur les raisins. Donc ça, c'est indéniable, depuis des années, c'est le cas. Le raisin apporte une diversité microbiologique très importante, qu'elle puisse être positive ou négative. Et c'est en ce sens que depuis de nombreuses années, de nombreuses méthodes, que ça soit de fermentation spontanée, de pieds de cuve, ou bien, dans notre cas, de crème de levure, qui se sont développées pour pouvoir répondre à ces besoins et ces envies de diversité. Si on s'intéresse uniquement aux, aux micro-organismes œnologiques, et plus particulièrement aux levures non Saccharomyces, car les Saccharomyces, elles nous intéressent, elles sont là, et tant mieux, il faut quand même noter que cette diversité a du bon, mais également peut être un point très négatif. En effet, sur les résultats obtenus au laboratoire, que ce soit pour le millésime 2022, mais également pour les années précédentes, les populations les plus importantes de levures non Saccharomyces observées sur les baies sont des populations Enseniaspora ovarum, que nous considérons au laboratoire, mais aussi dans la bibliographie, comme la seule levure négative des 5 qui sont présentées ici sur ce schéma. Les levures Brettanomyces n'apparaissent pas sur ce schéma car elles représentaient même pas, enfin, représentaient moins d'1% de ce qui était observé. Quand elles sont observées, elles sont en toute petite quantité et cela est très rare. Donc, cette diversité, c'est à la fois un vrai levier sur lequel on peut travailler, mais il faut faire attention car cela apporte aussi un certain danger. Une fermentation qui commencerait avec Enseniaspora ou qui même pourrait aller très loin avec Enseniaspora, des populations de Brettanomyces qui pourraient être présentes dès le raisin dans certaines situations. Tout ça, il faut pouvoir y faire attention. C'est ainsi qu'on peut parler de bénéfices-risques par rapport aux différentes méthodes de fermentation. La plus risquée, mais qui apporte le plus de diversité, c'est la fermentation spontanée. On laisse la nature faire, c'est comme ça que c'était fait il y a de très nombreuses années. On a donc une grande diversité, mais très peu de contrôle sur les populations présentes, et également une implantation qui est assez aléatoire, que nous n'avons pas de regard sur cette implantation. À l'opposé complètement, il y a les recours aux levures sèches actives, les LSA, qui elles apportent toute la technicité que nous avons su apporter au fil des années, et donc un meilleur contrôle des populations présentes et une meilleure implantation. Nous apportons une quantité de levure suffisante pour qu'elles s'implantent et qu'elles réalisent la fermentation avec toutes les caractéristiques que l'on peut avoir choisies en amont de nos jours. Dans ce cas, nous perdons juste l'aspect diversité de la fermentation spontanée, car généralement, nous nous limitons à certaines souches. L'entre-deux, qui est depuis de nombreuses années vraiment de plus en plus en développement, c'est la réalisation des pieds de cuve en cave. Celui-ci apporte un avantage au niveau de l'implantation qui est de multiplier les levures avant de les ensemencer. Par rapport à la fermentation spontanée, on commence à avoir un regard scientifique et contrôlé sur ce que l'on fait. Toutefois, il est difficile d'avoir un contrôle sur les populations qu'on va pouvoir ensemencer. En général, cela est réalisé en cave avec assez peu d'accompagnement technique. C'est alors que s'est posé donc la question et le besoin d'améliorer le principe du pied de cuve.
Et comme représenté ici sur cette slide, là où le pied de cuve sert à multiplier les levures, qu'elles soient positives en vert, moyennement positives en orange ou complètement négatives en rouge, tout va être multiplié à différents niveaux, effectivement, en fonction des apports que l'on va apporter pendant ce pied de cuve. Mais globalement, le principe, c'est augmenter la population. Avec les outils analytiques du laboratoire, l'objectif a été donc de réaliser des analyses sur du raisin, nous permettant ainsi d'écarter des lots présentant des levures trop négatives, qui poseraient vraiment problème lors d'une multiplication, et ensuite d'avoir un regard analytique tout au long de la production de la crème de levure, permettant de favoriser les levures positives et de minimiser l'impact des levures qu'on considérait moyennement positives, moyennement négatives. Le but n'est pas d'être trop interventionniste, évidemment, il faut se rapprocher du pied de cuve, mais l'objectif étant de sécuriser une fermentation par rapport à une fermentation spontanée ou même par rapport à un pied de cuve. Cela nous permet donc de venir rajouter une petite case dans ce graphique qui est la case des crèmes de levure, qui apporte une implantation de par la multiplication des levures réalisées au laboratoire et donc une quantité de levure annoncée comme pour les levures sèches actives. Une diversité qui est un peu moins importante qu'en fermentation spontanée ou qu'en pied de cuve. On a eu un regard sur ce qui était négatif, donc c'est une perte de diversité, mais une perte de diversité allant dans le bon sens, qui vient écarter ce qui n'était pas bon, et un contrôle qu'on vient observer de la même façon, grâce aux analyses qui ont été réalisées, et donc grâce à l'écart d'un lot qui serait non propice à la crème de levure, ou bien sur l'orientation et le contrôle de certaines souches qu'on ne voudrait pas voir en résultat final, et qui donc ont été minimisées pendant la production. La légère différence également que nous pouvons trouver grâce à la bibliographie entre la crème de levure et le pied de cuve, c'est l'impact du chai. En réalité, lorsqu'un pied de cuve est réalisé, dans un chai généralement, il y a une forte pression des micro-organismes présents déjà dans le chai. Et on a tendance à retrouver au final, dans un pied de cuve fini, plus de levures issues du chai que de levures que nous aurions pu identifier au raisin, sur les raisins au vignoble. Là où la production de crème de levure dans un milieu en dehors du chai permet vraiment de A à Z de venir multiplier ce qu'il y avait originellement sur le raisin. C'est une autre différence qui peut être relevée entre le pied de cuve et la crème de levure. C'est donc de toutes ces visions et de toutes ces hypothèses qu'est partie l'idée de proposer ces crèmes de levure à des clients qui souhaiteraient utiliser des levures présentes au vignoble sur leur raisin, mais tout en ayant un contrôle sur leur fermentation. Donc, comment se déroule en fait une production de crème de levure? Elle est réalisée à partir de raisins de la campagne, mais peut également être réalisée à partir de souches qui auraient été mises en collection si des crèmes de levure ont déjà été réalisées, ou bien si des études ont été également réalisées pour isoler des souches ou venir prendre un cocktail de levure et qui, dans ce cas-là, est conservé, ce qu'on appelle en collection. Donc, le chemin du haut, on part de la récolte des raisins, les analyses sont faites, et à partir de là, est-il possible ou non de réaliser une crème de levure à partir de ce raisin? Si oui, le process est lancé avec un principe d'alimentation en fed batch et d'augmentation du volume pour à la fin obtenir une crème de levure qui est prête à l'emploi directement. Une crème de levure, en fait, est utilisée pour 100 hectolitres de vin. Il s'agit en fait d'un milieu de culture où les levures se sont développées et qui est ensuite concentré pour pouvoir être distribué dans une gourde contenant 500 millilitres de crème pour 100 hectolitres à ensemencer. Quand on part de la collection, nous pouvons, les analyses ayant déjà été réalisées auparavant, le scale-up et la production peut directement être lancé. Plus concrètement, en fait, un prélèvement va être réalisé. Celui-ci est acheminé au laboratoire où les analyses peuvent commencer.
Donc les analyses, ce sont des packs que nous appelons les packs microflore. Je vous le présente très rapidement après. Il y en a pour donc 2 jours d'analyse et à partir de ces 2 jours, nous pouvons savoir s'il y a, absolument un non-go à cause de certains micro-organismes présents et si également la fermentescibilité, des raisins est bonne ou pas pour pouvoir ensuite les multiplier et en faire une crème de levure. Après un process d'une dizaine de jours de production, la crème est prête à être envoyée et donc il faut environ 15 jours entre le prélèvement et la potentielle utilisation de la crème. La crème est mise en suspension dans une solution tampon qui permet de la conserver pendant 7 jours au frais sans perte d'efficacité. À partir de là, on note une perte d'activité des levures. Le pack microflore, c'est vraiment l'outil qui nous permet de dire si le raisin est bon ou pas pour faire une crème de levure. C'est un choix, le choix d'être peu interventionniste dans nos étapes de production. Il faut donc partir sur une matière première que nous avons contrôlée et qui est bonne. Et pour ça, ces packs microflore, ils viennent analyser tout d'abord les populations levuriennes, bactéries lactiques et bactéries acétiques par épifluorescence pour une réponse qui est rapide et pour vraiment savoir si les raisins ont une population de levure importante, une population de bactéries importante ou pas, et comment pourraient interagir donc ces populations dans le futur. Et ensuite, 2 contrôles par PCR qui viennent observer et donc permettre d'écarter la présence de levures non Saccharomyces négatives. Tout d'abord, une PCR quantitative d'Enseniaspora uvarum qui permet dans ce cas-là d'observer s'il y a déjà une forte contamination sur le raisin. En général, c'est la levure la plus présente parmi les œnologiques qu'on peut retrouver sur du raisin. Ça nous permet donc vraiment de savoir s'il y a une forte contamination ou pas. Et enfin, dans un dernier temps, une digital PCR sur Brettanomyces bruxellensis. Comme je le disais précédemment, les populations de Brettanomyces sont en général, si elles sont présentes, très très faibles. Il a donc été choisi cette année d'utiliser la PCR digitale pour pouvoir venir identifier ou non une présence de Brettanomyces sur le raisin, car le seuil de détection de cette méthode est bien plus bas que celui de la PCR quantitative utilisée jusqu'ici. Sur les premiers résultats de l'année, cela nous a permis de mettre en évidence parfois des parcelles sur lesquelles on pouvait observer une présence de Brettanomyces et cela nous a donc permis d'écarter ces lots-là. Donc, c'est une méthode beaucoup plus précise qui, depuis cette année, est utilisée en sécurité à nouveau pour assurer la meilleure utilisation du raisin pour les étapes futures. Une petite particularité qui sort un petit peu du cadre de l'aspect diversité, mis en avant pour les crèmes de levure jusqu'ici, mais qui est parfois réalisé, c'est le processus de sélection. Le but ici est non pas de réaliser une crème à partir de toutes les levures présentes sur le raisin, mais d'en sélectionner une qui serait, par exemple, la plus présente et donc de multiplier uniquement cette souche-là. Pour cela, il y a des étapes forcément d'analyse supplémentaires qui demandent des temps de culture et des analyses en PCR pour pouvoir identifier les différentes souches présentes. Cela nécessite une quinzaine de jours supplémentaires. Mais cette prestation est également réalisée dans le cas d'une recherche d'une souche unique, mais qui proviendrait des raisins du vignoble et qui, de fait, fait intervenir d'autres savoir-faire microbiologiques du laboratoire. Cette crème, lorsqu'elle est prête, elle est donc envoyée dans un thermos qui permet de maintenir au maximum la fraîcheur de la crème, avec évidemment des pains de glace pour les envois, un protocole d'utilisation avec un certificat de levure de crème que je vous présente juste après, avec toutes les analyses qui sont réalisées en point final sur la crème de levure avant d'être envoyée, et également un flacon permettant de réaliser le contrôle d'implantation que je vais vous présenter également, qui est une analyse post-utilisation de la crème pour venir s'assurer de la bonne efficacité de celle-ci. Alors, tout d'abord, le certificat qui est fourni avec la crème de levure, il contient toutes les informations nécessaires qu'on va avoir relevées à la fin de la production. C'est-à-dire tout d'abord une population totale présente dans la gourde,
celle qu'on s'engage à tenir pour que l'ensemencement de 100 hectolitres puisse être réalisé, avec le détail en cytométrie des levures totales présentes dans la gourde et des levures actives en comparaison, car c'est assez rare d'avoir 100% de viabilité, mais en général, nous en sommes très proches. Également, un point important, c'est la quantification des espèces non Saccharomyces que nous souhaiterions déterminer dans la crème de levure, le but étant d'avoir un cocktail de levure présente initialement sur le raisin. Le but n'est pas d'avoir que des Saccharomyces. Donc, à nouveau, la quantification des Brettanomyces et Enseniaspora, bien qu'elle puisse être très peu présente au début, elle pourrait être développée, je parle ici d'Enseniaspora, car Brettanomyces, c'est automatiquement un rejet du lot. Et ensuite, la présence de Mechicovia, Pichia, Lachantia ou Torulaspora, qui pourrait être bénéfique sur un début de fermentation, apporter une diversité et qui, dans certains cas, étaient présentes sur le raisin, et nous pouvons donc les retrouver dans la crème de levure. Cette crème de levure, elle est en fait à utiliser de la même façon qu'on utiliserait des LSA. Alors, ça n'a pas besoin de réhydratation, c'est déjà hydraté. Toutefois, ça a besoin d'une acclimatation. Il faut donc d'abord les diluer dans du mou avec de l'eau avant de passer à l'étape supplémentaire de l'ensemencement. Ça a besoin, dans tous les cas, de s'adapter à des quantités de sucre, à d'autres quantités de nutriments, notamment pour se protéger du stress osmotique et donc éviter de perdre toute la viabilité de la crème de levure. Nous conseillons de l'utiliser avec des compléments. Mais ce qui est important, c'est de respecter les cahiers des charges nécessaires et les protocoles habituels d'ensemencement. Le protocole qui est fourni avec la crème de levure n'est en soi qu'une idée de comment l'utiliser de manière optimale. Et une fois que l'ensemencement est fait, que la fermentation commence, une dernière analyse peut être réalisée et se révèle souvent très intéressante. Il s'agit du contrôle d'implantation. Lorsque la crème est envoyée, nous gardons au laboratoire une trace de ce que nous appelons l'identité génétique en fait, de cette crème. C'est en fait un peu comme une carte d'identité de toutes les Saccharomyces présentes dans la crème. Cela permet en fait, à partir des bandes qui sont affichées ici au milieu, d'avoir un spectre des différentes levures Saccharomyces présentes dans la crème de levure. Lorsque le prélèvement est fait dans la cuve en fermentation, il est possible de réaliser cette même PCR et de venir comparer les deux cartes d'identité des levures présentes. Là, l'exemple que j'ai voulu présenter avec ce visuel, c'est deux cartes d'identité très proches, mais une bande disparaît entre la crème de levure et la cuve en fermentation. Cela peut survenir, par exemple, lorsque le pool de Saccharomyces présente dans la gourde était important et que certaines ont pris le dessus lors de la fermentation et d'autres, au contraire, ont complètement disparu du fait des jeux, justement, de levures qui prennent le dessus ou pas. Et donc, on perd de l'information génétique et on perd des bandes. Parfois, c'est dans l'autre sens. On observe plus de bandes sur ce contrôle d'implantation. Cela sous-entend qu'une contamination extérieure est venue s'ajouter aux levures présentes dans la crème de levure, entre l'ensemencement et le prélèvement. Potentiellement des levures du chai, des levures présentes dans les cuves adjacentes, ou bien des contaminations croisées avec des pompes ou tout ça. Donc ce contrôle d'implantation, il permet vraiment de s'assurer que les levures en train de fermenter dans la cuve sont celles qui étaient initialement présentes dans la crème. C'est une information assez importante sur l'efficacité de la crème de levure. Si l'on se concentre sur le millésime dernier, les crèmes de levure ont permis de mettre en avant une certaine sécurité par rapport aux problématiques du millésime. L'année dernière, les analyses du laboratoire réalisées sur les raisins ont vraiment mis en avant une population bactérienne bien plus importante qu'une population levurienne, qui était 10 fois supérieure, ce qui
peut poser problème dans le sens où lorsqu'on va faire une fermentation spontanée, eh bien, les micro-organismes les plus présents à l'instant T, au temps initial, ce seront donc les bactéries. Et sur les jeux de la place prise par les micro-organismes dans un mouf, cela peut être très important. Si l'on regarde en détail, c'était un problème qui touchait quasiment toutes les régions, à part nous, par rapport au laboratoire, aux données de la vallée de la Loire, mais il faut savoir que le nombre d'analyses réalisées pour la vallée de la Loire est bien inférieur aux régions ouest, est et sud, et donc il faut peut-être relativiser un petit peu cet équilibre. Sinon, dans tous les cas, les populations bactériennes étaient plus importantes que les populations levuriennes. Quoi qu'il en soit, les populations leviriennes étaient tout de même assez importantes. Des populations s'élevant à 6 puissance 6 en moyenne cellules par B, ce sont des populations records sur toutes les années précédentes mesurées au laboratoire. Et donc, deux problèmes se présentent par rapport à cette population initialement présente sur les raisins. Tout d'abord, d'avoir beaucoup de levure, ça veut dire avoir une problématique d'implantation lorsqu'on veut ajouter des levures et avoir un contrôle sur les levures qui vont être présentes, que ça soit via des LSA ou via des crèmes de levure. Ici, c'est un tableau ici de la revue française d'œnologie qui est assez ancien, mais qui permet quand même de mettre en avant que le ratio entre LSA ou crème de levure et levure présente initialement sur le raisin doit être d'un facteur 100 si on souhaite avoir une implantation quasi assurée de 98 à 100 pour cent. Dans le cas où nous avions des populations levuriennes s'élevant à 10 puissance 6, cela veut dire qu'il faudrait ensemencer avec 10 puissance 8, ce qui est relativement important déjà. D'où la nécessité, l'année dernière, d'utiliser des intrants de levure à forte concentration, donc LSA ou crème de levure, et le risque d'utiliser des pieds de cuve dont les populations n'étaient pas assez élevées et dont du coup l'implantation était mauvaise au regard des levures indigènes qui arriveraient à prendre le dessus, avec toutes les levures indigènes négatives qu'on a pu citer précédemment. Et le deuxième souci, qui n'est pas par rapport aux levures l'année dernière, mais qui était donc par rapport à la population bactérienne, c'est si le dessus n'était pas pris dès le départ par les levures sur la population bactérienne, on a observé de nombreuses fermentations malolactiques qui sont venues interrompre des fermentations alcooliques, qui se sont réalisées en plein milieu, entraînant parfois derrière des piqûres lactiques. Et donc vraiment, là, c'était un manque d'efficacité des levures présentes initialement, et notamment l'utilisation des crèmes de levure sur les retours que nous avons eus a évité ces fermentations malolactiques un peu spontanées qui venaient couper les fermentations alcooliques. En conclusion, sur le retour de l'année dernière, mais même des années précédentes, de plus en plus, on avance vers des insécurités de la fermentation qui viennent à la fois d'une volonté de réduire les intrants, mais également à une évolution liée au millésime, au climat, qui font évoluer les populations microbiennes sur les raisins. Et donc, afin de rester dans les mœurs qui sont recherchées, il faut de plus en plus sécuriser, de plus en plus contrôler ces départs en fermentation. Et donc, les crèmes de levure sont une des alternatives possibles pour apporter tous ces éléments. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent pour cette 14e édition du En Live avec Excel. Euh, Nous en referons sûrement un pour vous tenir au courant des premiers résultats de ce millésime au milieu ou à la fin des vendanges. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.